J'avais toujours cru que la famille signifiait soutien et chaleur. Mais un jour, de la manière la plus inattendue, j'ai découvert qu'ils organisaient une célébration dans mon dos, sans même penser à m'en parler. Pendant qu'ils décoraient sans que la salle et répétaient que leurs discours, j'étais assise seule, le cœur brisé et vide. Mais rassemblant mes dernières forces, j'ai décidé de leur faire ma propre surprise. Une surprise dont ils se souviendraient pour toujours, mais pas de la manière dont ils l'avaient rêvé. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Mary Ann Roberts et j'avais 62 ans quand j'ai remarqué les premiers chuchotements. Je possédais une petite boulangerie dans un quartier tranquille de Charlotte, en Caroline du Nord, un endroit où les rues sentaient encore le pain frais le matin et où tout le monde se saluait en se croisant. Pendant la majeure partie de ma vie, mes journées avaient un peu suivi un rythme simple et réconfortant. Pétrir la pâte tôt le matin, glacer des gâteaux l'après-midi et passer les soirées à nettoyer, compter la recette du jour et faire des listes pour le lendemain. Mon monde était petit mais plein. Je l'aimais ainsi. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. Cette semaine-là avait commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis levée avant le lever du soleil. J'ai préparé une cafetière de café fort et j'ai noué le tablier qui s'était délavé à force de lavage au point d'être à peine rose. À la boulangerie, j'ai fariné les comptoirs et j'ai fredonné en travaillant. Les habitués sont arrivés au compte-gouttes. Monsieur Harold de la quincaillerie prenant son muffin aux myrtilles. Madame Green venant chercher une douzaine de roulés à la cannelle pour son groupe d'église. C'était le genre de vie qui ne faisait pas les gros titres, mais qui construisait des souvenirs. Mais quelque chose semblait différent. C'était dans la façon dont Sarah, ma fille aînée, s'arrêtait au milieu d'une phrase quand j'entrais dans la pièce. C'était dans la façon dont Derek, mon gendre, me faisait un sourire pressé et détournait l'écran de son téléphone quand je passais. Mes petits-enfants, normalement des moulins à parole, semblaient échanger des regards secrets et glousser chaque fois que je leur demandais ce qu'ils faisaient ce week-end. Au début, je me suis dit que c'était mon imagination. Peut-être qu'ils préparaient quelque chose de gentil pour mon anniversaire imminent. Après tout, ce n'est pas tous les ans qu'une femme a 63 ans, et ma famille n'avait jamais oublié un anniversaire auparavant. Cette pensée m'a réchauffée. J'ai imaginé une petite réunion, un gâteau fait maison, peut-être un nouveau livre, ou un bouquet de fleurs noué, avec de la ficelle. Rien d'extraordinaire, juste être ensemble. J'ai souri à cette pensée en travaillant, sifflotant sans mélodie, en décorant une fournée de cupcakes. Je me suis même surprise à fredonner de vieilles chansons préférées en balayant les sols à la fermeture. Cette petite lueur d'espoir dans ma poitrine suffisait à rendre le travail plus léger. Dans les jours qui ont suivi, les signes se sont multipliés. J'ai entendu Sarah chuchoter de manière urgente à ma plus jeune fille, Rachel, quand elle pensait que je n'étais pas à portée de voix. J'ai aperçu Derek, chargeant de grandes fournitures de fête dans son camion un après-midi, essayant et échouant de paraître décontracté. Il y a eu des appels manqués que je n'étais pas censé remarquer et des SMS supprimés à la hâte quand j'entrais dans la pièce. Il préparait quelque chose. Ça devait être quelque chose de bien. J'ai commencé à prêter plus d'attention, espérant surprendre une gaffe qui confirmerait mes soupçons grandissants. Une fois, quand Rachel est venue chercher une boîte de pâtisserie, je lui ai demandé en plaisantant si elle en avait besoin de plus pour une grande célébration. Elle a rougi et a balbutié quelque chose
à propos d'un événement de travail, mais la lueur dans ses yeux l'a trahi. Une autre fois, Sarah est passée sous prétexte d'avoir besoin d'une recette de gâteau. Alors que nous passions en revue de vieux livres de cuisine ensemble, elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à l'horloge, distraite et nerveuse. Elle s'est oubliée un instant et a mentionné qu'elle devait confirmer la liste des invités pour se reprendre immédiatement et prétendre qu'elle parlait de sa fête de bureau. J'ai ri, je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas gâcher ce qu'il préparait. Une partie de moi s'accrochait à la conviction que les meilleures surprises sont celles qu'on ne voit pas venir, même si l'on sait secrètement qu'elles se profilent à l'horizon. Pourtant, un petit sentiment de malaise a commencé à s'enrouler dans mon estomac. Il y avait des moments où j'entrais dans une pièce et je sentais la conversation mourir au milieu d'une phrase. Des moments où le visage de Sarah se crispait de culpabilité avant qu'elle ne le lisse avec un sourire trop éclatant. Des moments où l'étreinte de Rachel durait juste un battement de trop, comme des excuses qu'elle n'était pas prête à formuler. J'ai repoussé ces sentiments. Je me suis occupée en pâtissant, en nettoyant, avec les 1000 petites tâches qui m'avaient toujours ancrée. Je me suis efforcée de rire quand j'avais envie de pleurer, de balayer le vide qui me serrait parfois les côtes, tard le soir, quand la maison était silencieuse, à l'exception des craquements du bois qui travaille et du doux bourdonnement du réfrigérateur. Après tout, il préparait une surprise. Les surprises n'étaient pas censées être faciles. Elles étaient censées être cachées, protégées, révélées seulement au moment opportun. Pourtant, une voix au fond de moi, la partie de moi qui avait survécu à des déceptions dont je ne parlais jamais, a murmuré que je devrais peut-être me préparer à plus d'une sorte de surprise. Peut-être que, cette fois, la célébration ne viendrait pas enveloppée de rubans et de rires. Peut-être viendrait-elle déguisée en toute autre chose. Mais je n'ai pas écouté cette voix. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai préparé une fournée supplémentaire de mes fameuses tartes aux pommes et j'ai écrit « Joyeux anniversaire Mary Ann » sur un post-it rose que j'ai glissé dans ma boîte à recettes où seul moi le verrais. Juste au cas où. Juste pour me rappeler que quoi qu'il arrive, ma vie, mon cœur, mon espoir m'appartenaient toujours. Et quoi qu'il arrive, je l'affronterai les yeux ouverts et la main ferme. Les jours précédant mon anniversaire s'écoulaient lentement, chacun drapé d'un silence agité et bourdonnant. Ma boulangerie me tenait occupée, mais même le rythme réconfortant du pétrissage de la pâte et du glaçage des gâteaux ne pouvait me distraire de la façon dont mon esprit tournait autour de la même question. Que préparait-il exactement? Au milieu de la semaine, je m'étais convaincue que la grande révélation aurait lieu d'un jour à l'autre. Peut-être que quelqu'un ferait une gaffe et m'inviterait accidentellement à ce qui était censé être une fête secrète. Peut-être que Sarah se présenterait à la boulangerie, prétextant une pause café au hasard, pour m'emmener à une réunion surprise pleine de ballons et de visages familiers. J'imaginais les petits enfants courant vers moi, les visages illuminés d'excitation, criant « Surprise, mamie !» C'est cet espoir fragile et têtu qui m'a fait sourire quand j'avais envie de froncer les sourcils, qui m'a fait patienter quand chaque fibre de mon être brûlait d'envie de réponse. Jeudi après-midi, alors que le soleil déclinait sur les toits et que le premier souffle frais de l'automne taquinait l'air, j'ai traversé la ville en voiture pour livrer une commande de cupcakes au centre communautaire. Ils organisaient une vente aux enchères caritatives ce week-end-là, et j'avais offert quelques pâtisseries, heureuse de la distraction. En entrant dans le parking,
j'ai remarqué une agitation près de la salle de banquet adjacente. Des camions étaient égarés n'importe comment, et des gens transportaient des tables, des arrangements floraux et des boîtes pleines de décorations par les portes latérales ouvertes. J'ai plissé les yeux vers l'entrée. Ma curiosité piquait. La salle était un lieu populaire pour les fêtes d'anniversaire, les célébrations de retraite, même les mariages. Il n'était pas inhabituel de la voir animée à cette période de l'année. Pourtant, quelque chose dans la façon dont les gens se déplaçaient, pressés, excités, un peu chaotiques, a attiré mon attention. Après avoir déposé les cupcakes et discuté brièvement avec le coordinateur de l'événement, je me suis retrouvée à errer vers la salle de banquet, faisant semblant d'étudier le paysage. Je ne voulais pas écouter aux portes, c'est ce que je me suis dit. Mais en m'approchant des portes ouvertes, des bribes de conversation ont flotté, portées par la brise. Assurez-vous que le gâteau dise « Joyeux anniversaire, Rachel ». On ne peut pas se tromper là-dessus, a ri une femme, sa voix vive et familière. Et la liste des invités? Est-elle définitive? A demandé une autre voix, plus basse, plus prudente. Oui, tout est prêt. Juste la famille et les amis proches. On s'est dit que ce serait mieux comme ça, tu sais. Une troisième voix a ajouté. Oui, on ne voulait pas que ça devienne gênant. Je me suis figée. Rachel, ma plus jeune fille. Son anniversaire n'était pas avant 2 mois. Confuse, je me suis approchée un peu plus, faisant semblant d'étudier un rosier voisin. À travers les portes ouvertes, j'ai aperçu Sarah, debout près d'une table, disposant de petits cartons de table en rangées bien nettes. Derek bricolait une guirlande de lumière, jurant doucement quand les ampoules refusaient de rester allumées. Mes petits-enfants couraient entre les adultes, riant et se lançant un ballon de plage. Ils étaient tous là, ma famille, en train de préparer une fête à laquelle je n'avais pas été invitée. Mon estomac s'est tordu brusquement. Pendant un instant, le monde s'est brouillé sur les bords, l'air épais et lourd. Je me suis sentie comme une étrangère, regardant une vie qui était autrefois la mienne. J'ai reculé, mon cœur battant douloureusement contre mes côtes. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication, que ce n'était peut-être pas ce que ça semblait être, que je tirais des conclusions hâtives. Mais la vérité s'est abattue sur moi comme un linceul lourd et froid. Ils avaient organisé une fête surprise, et ils ne m'avaient pas invitée. Pire, ils s'étaient donné beaucoup de mal pour garder le secret, pour m'exclure sans confrontation, sans reconnaissance. Ils m'avaient souri, avaient accepté mes étreintes, mes biscuits et mon amour inconditionnel, tout en prévoyant de célébrer sans moi. J'ai regagné ma voiture en titubant, mes jambes tremblant si fort que je pouvais à peine conduire. Le monde à l'extérieur du pare-brise s'est brouillé en traînées de couleurs sans signification. J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Quand je suis arrivée dans mon allée, le choc initial avait cédé la place à quelque chose de plus profond, de plus vif. La douleur, la trahison, l'humiliation. Je suis restée assise dans la voiture un long moment, fixant les lignes familières de ma petite maison, celle qui avait abrité des anniversaires, des Noëls, des premiers pas et des fêtes de remise de diplômes. La maison où j'avais préparé leurs biscuits préférés, soigné des genoux écorchés, veillé tard pour coudre des costumes d'Halloween. Tout cela semblait si petit maintenant, si invisible. Je me suis demandé depuis combien de temps il le préparait. Avait-il ri en me le cachant? S'était-il félicité de m'épargner l'inconfort de savoir que je n'étais pas désirée? Les questions tournaient comme des vautours, déchirant le peu de fierté qu'il me restait.
Je suis finalement sortie de la voiture, me déplaçant lentement, mécaniquement. À l'intérieur de la maison, l'air était frais et immobile. J'ai accroché mon sac à main, j'ai enlevé mes chaussures, et je me suis affalée dans le vieux fauteuil, près de la fenêtre. La lumière du soleil avait changé, projetant de longues ombres sur le sol. Je suis restée assise là, écoutant le tic-tac de l'horloge sur la cheminée, sentant le poids de la vérité s'installer dans mes os. On m'avait laissé de côté, intentionnellement. Il n'y avait pas d'autre façon de le présenter, pas de manière gentille de le tourner. Ils avaient décidé que la célébration serait meilleure sans moi. J'ai pensé au post-it rose encore glissé dans ma boîte à recettes, celui qui disait « Joyeux anniversaire, Mary Ann ». Cela ressemblait à une blague cruelle maintenant. Un rappel que pendant que je me préparais à la joie, il se préparait à m'oublier. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que les premières étoiles scintillaient, un nouveau sentiment s'est agité sous les couches de douleur. Pas de la vengeance, pas même de la colère, de la résolution. Je ne m'en dirais pas une place à leur table. Je ne me réduirais pas pour m'adapter à leur vision rétrécie de la famille. S'ils voulaient organiser une surprise sans moi, ils auraient exactement ce qu'ils voulaient, mais pas de la manière dont ils s'y attendaient. Le lendemain matin est arrivé enveloppé d'un brouillard épais qui semblait s'infiltrer dans mes os. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, mon corps encore endolori par le poids de la découverte de la veille. La maison semblait différente, plus grande et plus vide, comme si elle s'était agrandie pendant la nuit pour me rappeler à quel point j'étais vraiment seule. J'ai accompli les gestes familiers de ma routine matinale, préparer le café, nourrir le chat, arroser les plantes. Mais tout avait un goût et une sensation un peu différents, un peu creux. Je me suis assise à la table de la cuisine, mes mains enroulées autour d'une tasse ébréchée, et j'ai fixé le calendrier épinglé au mur. Mon anniversaire était entouré d'encre rouge vif dans 2 jours à peine. Une note de Rachel était toujours collée à côté. « Réserve le week-end, maman. De grandes choses arrivent. » J'ai suivi les lettres du bout du doigt, sentant un sourire amer se dessiner sur mon visage. De grandes choses, en effet. En sirotant mon café, j'ai pensé aux préparatifs de la fête que j'avais vus, la façon dont il s'y était pris, la façon dont il l'avait caché. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir été exclu qui faisait mal, c'était le secret délibéré, le faux semblant, la cruauté désinvolte de tout cela. Et il ne s'agissait pas seulement d'une fête, il s'agissait de ce que cette fête symbolisait. Il s'agissait de savoir qui ils considéraient comme faisant partie de la célébration de la vie, et qui ils avaient discrètement décidé de ne plus inclure. J'ai refusé de les laisser me blesser en silence. S'ils voulaient y prétendre que je n'existais pas, je m'assurerais qu'ils se souviennent que j'avais été là tout le temps. En milieu de matinée, un plan avait commencé à prendre forme dans mon esprit, grandissant lentement, mais sûrement, comme une vigne trouvant prise sur un vieux mur. Ce n'était pas un plan né du dépit ou de la méchanceté. Il était né d'un simple et têtu refus d'être invisible. J'ai commencé par passer quelques appels. Le premier au centre communautaire. Je me suis renseignée sur la réservation de l'une des plus petites salles adjacentes à la salle de banquet qu'ils avaient louée. Par chance, ou peut-être par destin, la salle était encore disponible. Je l'ai réservée immédiatement, donnant mon nom et leur disant que je m'occuperais moi-même des décorations et de la restauration. Ensuite, j'ai appelé quelques amis. Pas ceux qui semblaient toujours trop occupés, pas ceux qui n'appelaient que quand ils avaient besoin de quelque chose.
J'ai appelé les personnes qui s'étaient présentées pour moi sans fanfare, celles qui avaient envoyé des cartes manuscrites après les funérailles d'Harold, celles qui avaient déposé des plats cuisinés quand j'avais eu une pneumonie l'hiver dernier. Ce n'étaient pas des gens tape à l'œil, ils ne faisaient pas beaucoup de bruit, mais leur gentillesse était constante, fiable. Chaque personne que j'ai appelée a accepté l'invitation sans hésiter. « Quelle est l'occasion » a demandé l'un d'eux en riant. « La vie » ai-je répondu simplement. « Juste la vie » Après avoir raccroché, je me suis mise au travail. J'ai sorti la vieille boîte de décoration du placard du couloir, la même boîte que j'utilisais pour décorer pour les anniversaires et les commémorations. J'ai trouvé des guirlandes de lumière, délavées, mais scintillant encore une fois branchées. J'ai épousseté une bannière qui disait « Célébrer chaque jour en lettres grasses et joyeuses ». C'était parfait. J'ai cuisiné tout l'après-midi. L'odeur chaude et sucrée de la vanille et de la cannelle a rempli la maison, repoussant la lourdeur qui s'était installée dans ma poitrine. J'ai préparé des gâteaux et des fournées de biscuits, assez pour nourrir une petite armée. Je les ai emballés avec soin, sentant un sentiment de but revenir dans mes mouvements. Le lendemain, j'ai passé un autre appel, cette fois à un refuge pour sans-abri local. J'ai pris des dispositions pour qu'une camionnette amène certains des résidents à ma petite réunion. Si ma famille ne pensait pas que je méritais d'être célébrée, alors je célébrerais avec des gens qui connaissaient la vraie valeur de la gentillesse et de la compagnie. Au moment où le soir de la fête est arrivé, j'étais épuisée mais étrangement exaltée. Je me suis habillée simplement, dans une robe bleue qu'Harold avait toujours aimée, et j'ai épinglé une petite broche au col. J'ai chargé la voiture de gâteaux, de décorations et de chaises pliantes. J'ai conduit jusqu'au centre communautaire, avec les fenêtres baissées, laissant l'air frais de la nuit traverser la voiture et chasser les dernières traces de tristesse. Quand je suis arrivée, la salle de banquet voisine était déjà en pleine effervescence. J'ai vu la voiture de Sarah, le monospace de Rachel et le gros camion noir de Derek, tous garés n'importe comment près de l'entrée. De la musique s'échappait chaque fois que les portes s'ouvraient, des chansons pop sur lesquelles nous dansions dans la cuisine quand les enfants étaient petits. Je ne me suis pas attardée. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers ma propre salle, où quelques-uns de mes amis s'étaient déjà rassemblés, souriant et faisant des signes de la main, alors qu'ils aidaient à décharger la nourriture et à installer les tables. La salle n'était pas grande, mais elle était confortable, chaleureuse, vraie. Les invités du refuge sont arrivés peu de temps après, leurs visages s'illuminant à la vue des gâteaux et des décorations simples. Un homme plus âgé, dont le nom était George, m'a serré la main si sincèrement que j'ai cru qu'il allait pleurer. Une femme nommée Denise m'a serré dans ses bras sans demander, murmurant « Merci, encore et encore ». Leur gratitude a rempli la pièce d'une autre sorte de musique, une qui pulsait d'une joie réelle, d'une connexion réelle. Pendant ce temps, à travers le mince mur séparant ma pièce de la salle de banquet, j'entendais le tintement lointain des verres, l'écho creux des rires. À un moment donné, la voix de Sarah s'est fait entendre clairement alors qu'elle portait un toast, remerciant tout le monde de faire partie d'une journée si spéciale. J'ai souri pour moi-même et j'ai levé un gobelet en plastique de punch dans un salut silencieux à personne en particulier. Ils avaient organisé une surprise sans moi, mais je m'étais offert quelque chose de mieux, une célébration de la vie qui ne nécessitait pas de permission, une célébration qui ne concernait pas les apparences
ou les obligations, une célébration qui était la mienne, et elle ne faisait que commencer. Quand le dernier de mes invités fut parti et que la salle se fut vidée, je suis restée seule dans le doux bourdonnement des lumières du plafond, écoutant l'écho persistant des rires et des tintements de verre. Les chaises pliantes étaient soigneusement empilées contre le mur, les tables essuyaient des miettes de gâteau et des éclaboussures de punch. Les décorations pendaient encore au-dessus de ma tête, un peu de travers maintenant, mais leurs couleurs joyeuses refusaient de s'estomper. J'aurais dû me sentir fière, j'aurais dû me sentir victorieuse. Au lieu de cela, alors que j'emballais les derniers biscuits restants et que j'éteignais les lumières, une solitude insupportable s'est glissée dans ma poitrine. Le trajet de retour fut silencieux, les rues presque désertes. Les lampadaires projetaient de longues ombres fines sur le trottoir, et chaque maison qui passait semblait murmurer des vies à l'intérieur, des vies remplies de dîners de famille, de rires partagés, du confort facile de l'appartenance. J'ai conduit lentement, ne voulant pas atteindre le vide qui m'attendait à la fin du voyage. Quand je suis arrivée dans mon allée, la maison se dressait sombre et silencieuse, une forme noire contre le ciel nocturne nuageux. Je suis restée au volant un long moment, serrant le volant avec des doigts engourdis. Une partie de moi voulait rester là, suspendue entre un endroit et un autre, mais finalement, l'habitude a pris le dessus. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai monté les marches du perron, chacune plus lourde que la précédente. À l'intérieur, l'air était frais et immobile. L'horloge sur la cheminée tic-taquait dans l'obscurité. Chaque seconde un rappel brutal du temps qui avait passé, de ce qui avait été perdu. J'ai laissé tomber les sacs sur le comptoir de la cuisine et je me suis appuyée contre le bord, soudain trop épuisée pour bouger. Mes genoux ont fléchi et j'ai glissé jusqu'au sol, le dos pressé contre les portes du placard, le carrelage froid, s'infiltrant, à travers le tissu fin de ma robe. Et là, assise sur le sol de la cuisine de la maison que j'avais construite, aimée, protégée et préservée pendant des décennies, j'ai finalement laissé les larmes couler. Elles sont venues en un lent filet au début, une piqûre chaude au coin de mes yeux. Je les ai essuyées avec colère, honteuse même dans ma solitude. Mais plus je les combattais, plus elles devenaient fortes, jusqu'à ce que le barrage se rompe complètement, et que je sanglote en grand hoquet, secouant tout mon corps. J'ai pleuré pour les années que j'avais données sans hésitation, les vacances passées à cuisiner et à nettoyer, pendant que d'autres profitaient des fruits de mon travail. J'ai pleuré pour les anniversaires que j'avais planifiés avec un soin minutieux, les appels téléphoniques nocturnes auxquels j'avais répondu sans me plaindre, les sacrifices sans fin qui avaient été si facilement oubliés. J'ai pleuré pour la femme que j'avais été, la femme qui avait cru que l'amour, donné librement et sans condition, serait en quelque sorte suffisant pour lui assurer une place dans leur cœur. J'ai pleuré pour Harold, aussi pour la force tranquille de sa main, dans la mienne, pour la façon dont il m'avait toujours vue, même quand je ne pouvais plus me voir moi-même. J'ai pleuré parce qu'il n'était pas là pour m'envelopper dans ses bras et me dire que tout irait bien, que j'étais assez, que j'étais aimée. Les sanglots m'ont déchirée jusqu'à ce que je sois vidée de tout, sauf de souffle et d'épuisement. J'ai pressé mon front contre mes genoux, me berçant doucement, de la même manière que j'avais bercé mes bébés quand ils étaient petits et effrayés. Finalement, les larmes ont ralenti. Ma respiration s'est régularisée. La maison s'est installée autour de moi, craquant doucement dans l'air frais de la nuit, comme pour offrir un réconfort las et sans parole.
Je suis restée assise là un long moment, sentant le poids de la nuit peser sur moi. J'ai pensé à la fête, à laquelle je n'avais pas été invitée, au rire qui s'était élevé sans moi, à la célébration qui s'était déroulée, comme si j'étais déjà un fantôme. J'ai pensé à la petite fête que j'avais organisée en défi, aux étrangers qui m'avaient souri avec une réelle gratitude, à la chaleur qui s'était épanouie malgré tout. Et lentement, lentement, une autre sorte de clarté a commencé à se former. Ce n'était pas seulement un deuil pour ce qui s'était passé. C'était un deuil pour ce qui avait été vrai depuis le début, des vérités que j'avais refusé de voir parce que l'espoir m'avait aveuglé. Ils n'avaient pas besoin de moi comme j'avais besoin d'eux. Et c'était une blessure plus profonde que n'importe quelle fête ne pourrait jamais infliger. Mais c'était aussi une sorte de liberté, parce que s'ils n'avaient pas besoin de moi, je n'avais pas à continuer à me contorsionner en des formes qui leur plaisaient. Je n'avais pas à continuer à me présenter, sans y être invitée, dans leur vie. Je n'avais pas à continuer à attendre une reconnaissance qui ne viendrait jamais. Je pouvais choisir quelque chose de différent, quelque chose pour moi. Cette nuit-là, assise sur le sol froid de la cuisine, j'ai fait un vœu silencieux. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas né de la colère. C'était une promesse simple et épuisée à moi-même. J'arrêterais de courir après ce qui n'était pas à moi. J'arrêterais de mendier des miettes d'amour à ceux qui n'avaient aucun intérêt à l'offrir librement. Je construirais une vie centrée sur les personnes et les lieux qui m'accueillaient sans réserve. Et surtout, je ne laisserais pas leur indifférence définir ma valeur. Quand je me suis finalement relevée, le corps endolori, je me suis déplacée lentement à travers la maison, éteignant les lumières, verrouillant les portes. J'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre et je me suis changée en ma plus douce chemise de nuit. Je me suis glissée dans mon lit, j'ai tiré la courte pointe sur mes épaules et j'ai fermé les yeux. La tristesse était toujours là. Elle le serait pendant un certain temps. Mais en dessous, comme une petite braise refusant de s'éteindre, il y avait quelque chose de plus fort, quelque chose qui attendait de prendre feu. Demain viendrait. Et quand il viendrait, je l'accueillerais en tant que femme qui avait pleuré, oui, mais aussi en tant que femme qui avait survécu. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, la lourdeur de la nuit précédente s'accrochait encore à moi comme des vêtements humides. Mais quelque part en dessous, une clarté têtue avait pris racine. Je suis restée assise au bord de mon lit un long moment, laissant la lumière du petit matin filtrer à travers les rideaux, sentant le rythme lent et régulier de ma propre respiration. La nuit de larmes m'avait essorée, m'avait mise à nu, mais dans cette crudité, il y avait quelque chose de puissant. Je n'étais plus confuse, je ne faisais plus semblant de ne pas voir la vérité. Il m'avait laissé de côté, délibérément, et maintenant, c'était à mon tour de choisir la suite. J'ai accompli les gestes de ma routine matinale avec un étrange sentiment de détachement, comme si j'observais ma propre vie de l'extérieur. Le café a infusé. Le pain grillé a sauté du grille-pain. J'ai lavé quelques assiettes qui étaient restées dans l'évier de la veille. De petites choses ordinaires qui manqueraient me rattachaient au moment présent. En sirotant mon café, j'ai sorti un carnet du tiroir de la cuisine, une chose simple et abîmée que j'utilisais habituellement pour les listes de courses et les commandes de pâtisserie. J'ai tourné une nouvelle page et je suis restée un moment, le stylo en suspens, fixant l'étendue blanche. Et puis, j'ai commencé à écrire. Ce n'était pas une liste de griefs. Ce n'était pas un décompte des torts. C'était un plan. Un plan pour récupérer quelque chose
qui m'échappait depuis bien trop longtemps. Ma dignité, ma joie, ma place dans le monde, en tant que quelque chose de plus qu'une pensée après coup. La première chose sur ma liste était simple: créer une célébration, non pas par vengeance, non pas par dépit, mais comme une déclaration que j'existais, que ma vie valait la peine d'être célébrée, même si personne d'autre ne se présentait pour le faire avec moi. J'ai rapidement noté des idées, mon esprit devançant ma main. Une petite fête dans le jardin, peut-être. Quelque chose d'intime et de beau. Je pourrais tendre des guirlandes lumineuses dans le jardin, installer quelques tables drapées de nappes blanches, cueillir des fleurs fraîches au marché fermier. Je cuisinerais, non pas parce qu'on s'y attendait, mais parce que c'était quelque chose que j'aimais, quelque chose qui me reliait à moi-même d'une manière que ma famille n'avait jamais vraiment comprise. Le deuxième point sur ma liste était un peu plus difficile: décider qui inviter. Je savais instinctivement que ce ne pouvaient pas être les mêmes personnes qui m'avaient laissé de côté. Il n'y aurait pas de geste vide, pas de réconciliation creuse, fondée sur la culpabilité. Je ne forcerais personne à venir là où il ne voulait pas être. Au lieu de cela, j'inviterais ceux qui s'étaient présentés pour moi de manière grande et petite au fil des ans. Ma voisine Joanne, qui m'avait apporté de la soupe quand j'avais eu la grippe l'hiver dernier. Monsieur Alvarez de la quincaillerie, qui se souvenait toujours de demander des nouvelles de ma boulangerie, même quand il venait juste chercher des clous et de la peinture. Carol Simmons, ma vieille amie du centre communautaire, qui s'était assise avec moi dans une salle d'attente d'hôpital pendant 5 heures d'affilée sans se plaindre. Des gens qui me voyaient, des gens qui me valorisaient, des gens qu'il n'était pas nécessaire de culpabiliser pour qu'ils se soucient. Le troisième point était peut-être le plus important: me célébrer moi-même. Pas la mère, ni la grand-mère, ni la boulangère, ni la réparatrice, juste Marianne, la femme qui avait survécu au deuil, à la solitude et à la déception sans se laisser vider. La femme qui aimait encore farouchement, même quand l'amour n'était pas rendu en retour. La femme qui était encore debout, même après que tous ceux qui étaient censés la soutenir se soient détournés. Je l'ai écrit en grandes lettres bouclées, je l'ai souligné 2 fois. Me célébrer moi-même. Cela semblait radical, presque rebelle. J'avais passé une vie à faire des autres le centre de mon univers, à me plier et à me remodeler pour répondre à leurs besoins. Maintenant, je serais le soleil dans mon propre ciel. Quand j'ai eu fini d'écrire, la lourdeur dans ma poitrine a commencé à se dissiper. Pas complètement. Le deuil n'est jamais aussi net, mais assez pour que je sente l'air circuler à nouveau en moi, assez pour que je puisse imaginer sourire et le penser. J'ai passé le reste de la journée à mettre tranquillement les choses en branle. J'ai d'abord appelé Carole. Elle a répondu à la 2e sonnerie, sa voix vive et chaleureuse, et quand je lui ai parlé de la petite réunion que je prévoyais, elle n'a pas hésité. « J'apporterai le bon vin, a-t-elle dit, et le plus grand bouquet que je puisse trouver. » Joanne a également accepté de venir et a promis de faire son fameux coblé aux pêches. Monsieur Alvarez a dit qu'il passerait après le travail, même si ce n'était que pour un petit moment. Chaque oui a comblé une petite fissure dans mon cœur, une fissure qui s'élargissait depuis des mois, peut-être des années, sans que je m'en rende compte. J'ai commandé quelques décorations simples en ligne, des lanternes en papier, des guirlandes lumineuses, une bannière qui disait « Vive les nouveaux départs ». J'ai passé une commande de traiteur pour quelques plats que je ne pouvais pas facilement préparer moi-même, me donnant la permission
de profiter de la soirée sans être piégé dans la cuisine. Chaque action, chaque décision ressemblait à la pose d'une pierre le long d'un chemin qui menait quelque part de nouveau, de mieux. Cette nuit-là, assise dans le salon, avec le carnet toujours ouvert sur mes genoux, je me suis permis de rêver à la soirée à venir. J'ai imaginé la lueur des lanternes, le son des rires discrets flottant dans l'air chaud de l'été, le goût du vin doux et de la tarte faite maison. J'ai imaginé des visages qui me regardaient non pas avec obligation ou pitié, mais avec une réelle affection. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais excitée, non pas parce que j'essayais de reconquérir qui que ce soit, non pas parce que j'espérais prouver que quelqu'un avait tort, mais parce que je faisais quelque chose pour moi, parce que je le méritais, parce que même si personne d'autre ne me voyait jamais vraiment comme je voulais être vue, je ne laisserais pas cela diminuer ma propre vision de moi-même. J'ai fermé le carnet, je l'ai posé avec soin sur la table et j'ai éteint la lumière. Demain, j'accrocherai les lanternes. Demain, je mettrai la table. Demain, je célébrerai la vie que j'avais construite, la femme que j'étais devenue et l'avenir qui m'attendait encore à bras ouverts. Le matin de la fête est arrivé doux et doré, le genre de matin qui laissait entrevoir la promesse de quelque chose de nouveau, avant même que je ne mette le pied dehors. Je me suis réveillée tôt, avant que le réveil ne sonne, et je suis restée un moment sous les couvertures, sentant le rythme lent et régulier de l'anticipation grandir dans ma poitrine. Il n'y avait pas d'appréhension, pas de vide douloureux, comme il y en avait eu quelques jours auparavant. Seulement une certitude tranquille que ce jour serait différent. J'ai préparé une cafetière et je me suis tenue près de la fenêtre de la cuisine pendant qu'elle infusait, regardant le soleil se frayer un chemin à travers les arbres du jardin. La lumière peignait tout de jaune et de rose tendre, effleurant les feuilles d'une lueur délicate. J'ai pris cela comme un bon présage. La liste que j'avais écrite dans mon carnet abîmé était posée sur le comptoir, chaque point méticuleusement coché, sauf le dernier, célébré. J'ai souri en la regardant, en sirotant mon café, laissant la chaleur m'envahir. Après le petit déjeuner, j'ai sorti les décorations. Les lanternes en papier étaient arrivées à temps, soigneusement emballées et prêtes à être accrochées. J'ai passé la majeure partie de la matinée à les tendre dans le jardin, enroulant de la ficelle entre le vieux chêne et les poteaux de clôture, laissant les orbes colorés pendre et se balancer doucement dans la brise. Les guirlandes lumineuses ont suivi, scintillant faiblement, même en plein jour, promettant de transformer le jardin en un pays des merveilles doux et lumineux une fois la nuit tombée. Vers midi, j'ai installé les tables. Je les ai recouvertes de simples nappes blanches et j'ai placé de petits pots de fleurs sauvages, fraîches au centre de chacune. L'odeur des fleurs, lavande, marguerite, et quelque chose de sucré que je ne pouvais pas tout à fait nommer, flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. J'ai ensuite disposé la nourriture, étalant des plateaux de sandwich, des bols de fruits, des plateaux de biscuits et les gâteaux que j'avais préparés la veille. Carole est arrivée juste au moment où je posais la dernière assiette, les bras chargés de bouteilles de vin et d'un bouquet si grand qu'on aurait dit qu'elle avait dévalisé une boutique de fleurs entière. Elle m'a serré fort dans ses bras, sans un mot, et s'est mise au travail pour m'aider à tout arranger. Johan est arrivé un peu plus tard, tenant en équilibre 2 cobblers aux pêches et un sac de cadeaux pour les invités qu'elle avait insisté pour apporter. Monsieur Alvarez est arrivé dans sa tenue de travail, de la peinture maculant ses mains,
mais souriant largement en offrant un pot de guacamole fait maison et un sac de chips. Alors que l'après-midi s'étirait, d'autres personnes sont arrivées au compte-gouttes. Des visages que je n'avais pas vus depuis des mois, certains depuis des années. Ils sont venus avec des sourires, de petits cadeaux emballés dans du papier coloré, des bras ouverts et des rires faciles. Personne n'a demandé où étaient Sarah, Derek ou Rachel. Personne n'en avait besoin. C'était un autre genre de famille, une famille construite non pas par le sang, mais par le choix. Le jardin s'est lentement rempli du murmure des conversations, du tintement des verres, de l'éclat occasionnel de rire. Je me suis déplacée dans la foule avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années, saluant chaque invité, échangeant des histoires, acceptant leur chaleur sans excuse ni hésitation. Alors que le soleil déclinait dans le ciel et que les lanternes commençaient à briller contre le bleu qui s'assombrissait, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était Carole, me tendant un verre de vin et souriant de ce sourire entendu et malicieux qu'elle avait toujours eu quand nous étions jeunes et insouciantes. « Au nouveau départ », a-t-elle dit en levant son verre. J'ai trinqué avec elle, le doux tintement résonnant comme une petite cloche parfaite. Nous sommes restés là un moment, à regarder, regardant les enfants se courir après entre les arbres, regardant les couples plus âgés se balancer doucement sur la musique que quelqu'un avait mise en fond sonore, regardant les lanternes flotter et danser dans la brise du soir. C'était simple, c'était petit, c'était tout ce que j'avais voulu. À un moment de la soirée, en remplissant le pichet de limonade, j'ai aperçu un mouvement près du portail latéral. Je me suis retournée juste à temps pour voir Sarah debout, là, à moitié cachée par la clôture, son expression prise quelque part entre la curiosité et la culpabilité. Derek se tenait derrière elle, les bras croisés, le visage tendu et illisible. Rachel planait près du trottoir, jouant avec ses clés de voiture, jetant des regards furtifs vers les rires et les lumières qui se déversaient du jardin. Ils n'avaient pas été invités. On n'avait pas eu besoin d'eux. Ils n'avaient pas manqué. Je les ai regardés un long moment, mon cœur calme dans ma poitrine. Une partie de moi pensait qu'ils pourraient entrer, qu'ils pourraient essayer d'expliquer, de lisser les choses. Mais non. Après quelques minutes, ils se sont détournés, leurs silhouettes s'estompant dans le crépuscule. Je les ai laissés partir sans un mot, sans regret. La célébration a continué sans eux, plus riche et plus vibrante de leur absence. Alors que l'obscurité s'approfondissait et que les étoiles perçaient le ciel, je me suis surprise à rire plus facilement, à parler plus librement, à me sentir plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Plus tard dans la nuit, quand les invités sont partis et que les tables se sont dressées vides sous les lanternes qui se balançaient, je me suis assise seule sur les marches du porche, une couverture enroulée autour de mes épaules. Le doux bourdonnement des guirlandes lumineuses vibrait en arrière-plan, et l'air sentait la terre humide et les fleurs persistantes. J'ai pensé à quel point j'avais craint ce jour quand j'ai appris la vérité. À quel point je m'étais sentie brisée et perdue, croyant qu'être laissée de côté signifiait être laissée pour compte. Comme je m'étais trompée. Je n'ai pas été laissée pour compte. J'avais simplement dépassé l'espace qu'il m'avait accordé. Et ce faisant, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle place à leur table. Je m'étais retrouvée, et assise là, sous le vaste ciel parsemé d'étoiles, je savais avec une certitude tranquille que ce n'était que le début. Le lendemain matin, la maison sentait encore légèrement la fête de la veille,
du vin doux, des fleurs fraîches et quelque chose de chaud et de cuit qui flottait dans l'air. Je me suis déplacée lentement dans la cuisine, mon corps lourd de l'agréable fatigue qui suit une bonne et pleine journée. Des boîtes de gâteaux vides et des piles d'assiettes attendaient d'être nettoyées, mais je ne me suis pas pressée. J'ai laissé la matinée se dérouler doucement, de la même manière que la lumière du soleil remplit lentement une pièce. Je me suis enveloppée dans un cardigan épais. J'ai préparé une nouvelle cafetière et je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine en regardant le jardin. Les lanternes en papier se balançaient encore paresseusement dans la brise, les dernières traces de la fête s'accrochant aux branches et aux poteaux de clôture. C'était beau à la lumière du matin, un peu usé, un peu chaotique, mais rempli de souvenirs. Cela m'a fait sourire. Je pensais que les événements du week-end avaient à me tracer une ligne silencieuse, mais définitive, entre moi et la famille, que j'avais autrefois placée au centre même de mon monde. Je l'avais acceptée. J'avais fait la paix avec, ou du moins, je le pensais. Mais la vie a une façon de remuer les cendres juste au moment où vous croyez que le feu est éteint. C'est en fin d'après-midi que j'ai décidé de faire quelques courses. J'avais besoin de provisions et de fournitures pour réapprovisionner la boulangerie pour la semaine à venir. J'ai enfilé une paire de chaussures confortables, j'ai attrapé mes clés et je me suis dirigée vers la ville. Les rues étaient animées par l'effervescence habituelle du week-end. Des familles se rassemblant pour des déjeuners tardifs, des couples se promenant devant les vitrines, des enfants courant entre les jambes de leurs parents. Je venais de finir de charger un sac de courses dans ma voiture quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. La voix était hésitante, incertaine, mais douloureusement familière. Je me suis retournée, et là, c'était Rachel, debout à quelques mètres, tenant une tasse de café d'une main et tordant nerveusement la sangle de son sac à main de l'autre. Pendant un instant, nous nous sommes simplement regardés, deux femmes séparées par plus que quelques mètres d'asphalte. Il y avait une gêne entre nous, épaisse et maladroite, comme une courte pointe mal rapiécée, où les coutures ne tenaient plus. J'ai offert un petit sourire prudent. C'était tout ce que je pouvais faire. Rachel s'est approchée, les yeux écarquillés, la bouche s'ouvrant et se fermant, comme si elle cherchait les mots justes. Je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-elle finalement dit, sa voix trop vive, trop fragile. J'ai haussé les épaules sans m'engager. Je viens juste chercher quelques trucs. Elle a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi, son visage se crispant légèrement. « Tu nous as manqué à la fête, a-t-elle dit, et le mensonge était si évident qu'il ne m'a même pas piqué. J'ai hoché la tête lentement, laissant le silence s'étirer entre nous. Je n'avais aucun intérêt à la sauver de son malaise. Rachel s'est balancée d'un pied sur l'autre, luttant visiblement. Sarah, elle ne voulait pas. Je veux dire, c'est juste arrivé comme ça. Ce n'était pas censé être. Sa voix s'est éteinte, emmêlée dans le désordre qu'elle ne pouvait pas démêler. Je l'ai regardée, ressentant une surprenante vague de pitié. Pas de la colère, pas de l'amertume, juste une tristesse silencieuse et douloureuse pour ce qui aurait pu être, pour les liens effilochés au-delà de toute réparation. « Je sais, ai-je dit simplement. » Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes, mais elle les a rapidement clignés. Elle s'est approchée encore plus, baissant la voix. « Tu avais l'air heureuse hier soir. On a vu les lumières. On a entendu la musique. » Il n'y avait aucune accusation dans son ton, seulement une sorte d'émerveillement lasse. J'ai siroté mon café et je n'ai rien dit.
Rachel s'est mordu la lèvre. Je suppose qu'on n'a pas réalisé. Je suppose qu'on pensait que tu avais plus besoin de nous que tu ne le faisais. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était la chose la plus proche de la vérité qu'elle m'ait jamais donnée. J'aurais pu lui dire à quel point ça avait fait mal. J'aurais pu lui parler des nuits passées à me demander ce que j'avais fait de mal, des heures passées à me faire de plus en plus petite, dans l'espoir désespéré de m'insérer dans les espaces qu'il m'accordait. J'aurais pu dérouler toute l'histoire laide et douloureuse entre nous. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai simplement dit « J'avais davantage besoin de moi-même ». Rachel a hoché la tête lentement, une larme glissant sur sa joue malgré tous ses efforts. Elle l'a essuyée et m'a offert un sourire tremblant. « J'en suis contente », a-t-elle murmuré. Pendant un instant, nous sommes restés là, 1000 souvenirs encombrant l'espace entre nous. Fête d'anniversaire et matin de Noël, genoux écorchés et discussions nocturnes, rires et larmes, et l'amour tacite qui semblait autrefois si inébranlable. Et puis, comme une page qui se tourne dans un livre, le moment est passé. Rachel a reculé. « Peut-être un jour, on pourrait prendre un café ?» a-t-elle demandé, sa voix hésitante. J'ai soutenu son regard. « Peut-être. » Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas une porte qui s'ouvrait en grand. C'était une fissure, une petite, assez pour qu'un filet de lumière puisse passer si elle choisissait d'y entrer. Nous nous sommes dit au revoir, maladroitement mais sincèrement, et je l'ai regardé s'éloigner sur le trottoir, sa silhouette petite contre le soleil de l'après-midi. Je suis restée là un moment, sentant la chaleur de la tasse de café s'infiltrer dans mes paumes, sentant le battement régulier de mon cœur contre mes côtes. J'avais survécu à la solitude, j'avais survécu à la trahison, et j'avais survécu à l'espoir fragile qui essayait parfois encore de prendre racine là où il n'avait pas sa place. Cette rencontre n'avait pas changé le passé, mais peut-être, juste peut-être, avait-elle changé l'avenir, si ce n'est pour nous ensemble, du moins pour moi. Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je me suis éloignée du trottoir, la route s'étendant devant moi, large et en attente. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, le ciel était peint de douces nuances de rose et d'or, le soleil plongeant lentement derrière les toits, projetant de longues ombres sur la rue. Je suis entrée dans l'allée, et je suis restée un moment, le moteur au ralenti, regardant le monde s'installer dans ses rythmes de soirée tranquille. Un homme promenait son chien de l'autre côté de la rue, la laisse lâche entre eux. Une mère a appelé ses enfants pour le dîner depuis un porche à 2 portes de là. La vie, ordinaire et banale, se déroulait tout autour de moi, et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais aucun besoin urgent de la poursuivre ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai coupé le moteur, j'ai pris mes courses, et je suis entrée dans la maison. L'odeur de fleurs fraîches flottait encore faiblement dans l'air, un murmure persistant de la célébration de la veille. J'ai posé les sacs sur le comptoir de la cuisine et j'ai pris une profonde inspiration, laissant le calme m'envelopper comme une douce couverture. La maison, ma maison, ne m'avait jamais semblé aussi mienne. Je me suis déplacée lentement dans les pièces, touchant le dos des chaises, passant mes doigts le long de la rampe, m'arrêtant devant les photographies sur la cheminée. Il y avait des photos de Sarah et Rachel petite fille, leurs visages barbouillés de gâteaux d'anniversaire, leurs bras jetés autour de mon cou. Il y avait des photos d'Harold et moi, jeunes et riants, avant que le poids des années et des pertes n'ait creusé des rides plus profondes sur nos visages.
Il y avait des clichés de vieux amis, certains partis depuis longtemps, d'autres appelant encore de temps en temps, juste pour dire bonjour. Je n'ai pas décroché les photos, je ne les ai pas cachées. Elles faisaient partie de mon histoire, de la femme que j'étais devenue. Mais elles ne définissaient pas mon avenir. Je me suis préparé un dîner simple, une petite assiette de pâtes, avec du basilic frais du pot sur le rebord de la fenêtre, et j'ai mangé dehors sur la terrasse arrière. L'air était plus frais maintenant, les derniers relents de l'été cédant la place au bord vif de l'automne. J'ai enroulé un châle autour de mes épaules, et j'ai écouté le bourdonnement silencieux du soir, le doux chant des grillons, l'aboiement lointain d'un chien, le grondement occasionnel d'une voiture qui passe. Et assise là, regardant les premières étoiles scintiller au-dessus de moi, j'ai réalisé que le choix qui s'offrait à moi était à la fois simple et profond. Je pouvais continuer à vivre dans l'ombre de ce qui m'avait été fait, m'accrochant à de vieilles blessures comme à une décoration, rejouant la même douleur encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se transforme en amertume. Ou je pouvais laisser tomber. Je pouvais le déposer comme un lourd manteau qui ne m'allait plus, le hausser de mes épaules et avancer sans fardeau. J'ai choisi la seconde option, non pas parce que cela excusait ce qui s'était passé, non pas parce que cela effaçait la douleur, mais parce que ma vie était trop précieuse pour être passée en orbite autour de l'absence de personnes qui avaient décidé de s'éloigner. Je n'étais pas une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'étais l'auteur de la mienne. Le lendemain matin, j'ai ouvert le carnet où j'avais écrit mon plan pour la fête, et j'ai tourné une nouvelle page. En haut, j'ai écrit « Mon nouveau départ ». J'ai fait une nouvelle liste. Prendre un cours de peinture au centre communautaire. Adopter un chien du refuge. Rejoindre le club de lecture auquel Johan n'arrêtait pas de m'inviter. Passer un week-end à la côte, seul, juste parce que. Apprendre à jouer du piano. Peu importe à quel point je pourrais être nulle au début. Faire du bénévolat à la bibliothèque locale. Planter un nouveau jardin dans la cour avant, sauvage et libre, comme je l'avais toujours secrètement voulu. Chaque élément de la liste était quelque chose qui faisait un peu vibrer mon cœur, quelque chose qui m'appartenait uniquement. Pas d'obligation, pas d'attente, juste de petits actes de reconquête de ma propre vie. Plus tard cette semaine-là, je suis allée au refuge et j'ai rencontré un vieux labrador aux yeux troubles et à la démarche lente et lourde. Il s'appelait Charlie, et quand il a posé sa tête contre mon genou, j'ai su que je le ramenais à la maison. Charlie et moi, nous sommes installés dans une routine calme et satisfaite. Promenade matinale dans le quartier, après-midi passé à somnoler au soleil, soirée recroquevillée sur le canapé avec un livre et un doux ronflement vibrant contre ma jambe. Il ne me demandait rien d'autre que de la présence, et je la lui donnais librement, joyeusement. La nouvelle de ma petite fête s'est répandue en ville plus vite que je ne le pensais. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années sont passés à la boulangerie, apportant des histoires et des étreintes, commandant plus de gâteaux et de tartes que je ne pouvais en suivre. Certains jours, mes mains me faisaient mite-mal à force de pétrir, de rouler et de glacer, mais mon cœur, jamais. Un soir, alors que Charlie et moi nous promenions dans le parc près du coucher du soleil, je suis passée devant une réunion de famille sous le pavillon. Des rires flottaient dans l'air, l'odeur de barbecue et de thé sucré, persistant comme un parfum. Pendant un instant, je me suis arrêtée, les regardant, sentant une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. Mais ensuite, Charlie m'a poussé la main avec son nez humide, et j'ai ri,
le son résonnant dans l'air du soir. Il ne me manquait rien. J'avais choisi ma vie. J'avais choisi de me choisir. Et chaque pas que je faisais, chaque souffle que je prenais, était un pas loin de l'ombre de l'abandon et vers quelque chose d'infiniment meilleur. Une vie construite, non pas sur le devoir ou l'attente, mais sur la joie, l'honnêteté et l'amour silencieux et féroce que j'avais enfin appris à me donner. Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel au-dessus de nous, Charlie et moi avons continué à marcher, le chemin s'étendant large et accueillant devant nous.